Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, nous sommes enfin avec Jeremy Rubin, le créateur, patron de ESS Fight, qui est une des plus grosses agences de management ici au Québec. Et on a eu quelques échanges par rapport à une story qu'on avait faite. Ça a créé beaucoup de débats dans la sphère MMA à Montréal. Certains étaient d'accord avec ce qu'on a dit, d'autres pas d'accord. Vous allez voir, on va parler de tout ça. Comment ça va, Jérémy? Tout va bien, merci. Je suis très excité d'être ici pour parler Mais, de ça. Alors, bah merci, oui, merci. on va parler de ça et de plein d'autres choses. Mais déjà, donc, présente-toi succinctement. Explique-nous un petit peu tout ce que tu fais dans la sphère du MMA. Ah, excellent. Alors, ça fait beaucoup d'années que je travaille dans l'industrie de MMA. Quand j'étais jeune, j'étais un martial artist. Je faisais du judo, un petit kickboxing, mais comme beaucoup de monde, les films de Bruce Lee m'ont attiré, puis ça devrait une partie de ma vie. Euh, Fast forward jusqu'à quand j'étais un teenager, j'ai fait du entraînement à TriStar, puis ça, c'est où j'ai rencontré TriStar, puis Firaz. Après ça, j'ai commencé à travailler avec TriStar. Ça fait à peu près 18 années. Um, Ils m'ont apporté pour commencer à être le promoteur de boxe amateur. Alors, j'avais de l'expérience en musique, puis faisais des spectacles et un background en arts martiaux. Et j'ai commencé comme le promoteur de boxe amateur. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses dans cette industrie, puis c'était le commencement. Alors, vraiment, tout ce que j'ai fait, ça m'a préparé pour être un gérant. Alors, les choses que j'ai fait dans cette industrie pour me préparer, c'était, j'ai fait à peu près 15 ou 20 spectacles de boxe amateur au gym puis dans des grosses salles. Mon partenaire Robbie Stein, on a fait 3 spectacles professionnels de MMA ici à Montréal. Moi, j'ai travaillé très proche avec John McDessie pour à peu près 13 de Ouais. ses combats, incluant dans le UFC. J'étais son homme à côté. Alors là, Mais, j'ai appris de perspective de même, combatteur. même récemment, tu étais encore dans la gestion de Mekdessi récemment, à son dernier combat? Le dernier combat, j'étais avec lui, c'était contre Donald Cerrone. Ok, Mais donc tous ça fait ses un petit moment. combats depuis son deuxième contre Iraj Hadin, avant qu'il était à UFC, j'étais avec lui pour la semaine. Alors, c'est là où j'ai vraiment apprécié qu'est-ce que ça prend pour être un combatteur, commençant ici, puis finir, comme j'ai dit, après ça, il a changé des gyms, après Donald Cerrone, puis on a quand même parti dans nos directions. Alors, c'est lui qui m'a vraiment j'étais capable d'être un cornerman au UFC avec Georges Saint-Pierre, puis Firas Zahabi. J'ai fait des coupes de poids avec beaucoup de gars. Aussi, je suis un coach de boxe. J'ai travaillé comme coach. J'ai combattu comme boxeur un peu aussi. J'ai un ring announcer. Alors, j'ai fait un peu de tout dans cette Ok. industrie-là. Être capable de travailler avec John McDessie dans la capacité que j'étais, ça m'a permis de travailler avec les plus bons athlètes et les plus bons coachs dans le monde. J'étais roommates avec des gars comme Angelo DeBella, Phil Nurse, Master Peter Sissomfou, même Firas, j'ai resté avec lui dans les hôtels. Alors, quand tu es entouré de les meilleurs au monde, tu devrais être fou si tu apprends pas de ces gars-là. Alors, moi, j'étais une éponge pendant 18 années. Je continue à être une éponge et ça, c'est qu'est-ce que m'a apporté en, être un gérant. Je suis maintenant le directeur des opérations pour TriStar Gym et je suis un demi-propriétaire pour les dorms de TriStar. Alors, c'est vraiment chaque jour, presque tout ce que je fais, c'est entouré de la MMA ou les sports de combat. Et ESS, quand est-ce que tu as créé ça? C'était vraiment durant la pandémie où j'étais capable de montrer que j'étais capable de trouver des combats et les gens qui avaient la capacité d'être actifs pourraient rester actifs même s'il n'y avait pas de combats ici à Canada. La meilleure histoire, c'est le Johan Lennes, puis son monte sur CFFC. Alors ça, c'est vraiment quand j'ai vu que
j'ai la capacité. Les personnes croient en moi. J'ai les contacts et un network international. Je parle avec les mêmes personnes que Daniel Rubenstein, puis les autres grands gérants que je regarde comme que je vais être comme un jour. Je suis très bien positionné ici à Québec avec mes relations avec toutes les gyms. Et vraiment, je suis je peux pas dire en français, un people person. J'aime travailler avec les personnes. Les relations, pour moi, c'est tout. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Je voyage avec tout mon mur en arrière de moi. C'est juste un petit chapitre de ma vie. Mais regarde, si tu vois ça, c'est un parti de ma mur. Je vais vous montrer vite celui-ci. Ça, c'est vieux. Ça, vous montre à quelle époque j'ai commencé. Alors, ici, tu peux voir, c'est Steve Claveau, David Loiseau, Scott Junk de UFC, Firaz, Yves Jabouin, Alex Garcia. Voilà, c'est Terry Kenville, Claveau, Eric O'Keefe, John Chamberg. Ça, c'est moi quand j'étais en shape. Mike Ricci, Dimitri Wardenberg. Alors, ça fait longtemps que je suis ici et c'est vraiment génial et spécial pour moi d'être maintenant un gérant avec, je pense, c'est 6 agents maintenant et 50. 50. Ouais, vous avez monté vite? Nous, on regarde des choses, je pense, différentes que les autres agences et on vraiment donne la possibilité pour les agents de bâtir leur propre liste de combattants et en utilisant nos contacts puis toutes les choses qu'on est capable d'offrir à nos clients. Comme je dis, d'être un gérant pour nous, c'est plus de juste booker les fights, des fois essayer de trouver des commandites. C'est vraiment un système. Moi, ça fait longtemps que je suis dans cette industrie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent comme Georges Saint-Pierre. Moi, je vois beaucoup de gens qui finissent avec rien. Pour moi, c'est important d'essayer avec mon partenaire, d'enseigner les combattants, d'être un brand, comment de bâtir leur brand, prendre écrire des emails, remplir des formulaires, avoir un sens de business aussi. Absolument. Et là, on travaille ensemble pour bâtir ça avec tous nos athlètes. Combien d'athlètes avez-vous? Regarde, je vais dire à peu près 50, mais moi, je suis un gérant qui n'a pas un grand ego. S'il y a un autre gérant qui veut travailler avec moi, on va partager des points. Et si moi, j'ai une opportunité que j'ai pas de gars, je vais contacter un de mes contacts, puis eux autres, ils font la même chose. Il y a tellement d'opportunités que c'est vraiment difficile de savoir tout qui est là pour les. Mais avec le network de 2 ou 3 autres gérants qui pensent comme moi, moi j'ai accès à beaucoup de plus. Et ça aide aussi à nos gérants en entraînement de trouver des autres opportunités aussi. Ok. Alors, donc, toi, tu es le créateur et donc tu es le numéro 1, on va dire, dans ESS. Moi, j'ai un partenaire, Robbie Stein. C'est un businessman. Il est aussi partenaire dans ESS? C'est mon partenaire, mais c'est moi qui est comme la face. Okay. C'est lui qui est en arrière beaucoup de fois. Mais Rubinstein, il a Rubies, non? Ou c'est où je confonds? Rubies. Est-ce qu'il n'a pas une agence? C'est comique. Non, moi, je suis Ruben. Dernier nom, c'est Ruben. Puis mon partenaire, c'est Stein. Daniel Rubenstein, c'est les mêmes, mais c'est un autre, ça c'est Ruby Sport and Entertainment, un des plus gros. Robbie des fois, Stein, je suis mélangé parce que c'est très, très proche vos noms. Vos noms, ils se ressemblent tous. Ça a aussi dit que ça fait de bon sens parce qu'un des plus grands, c'est Rubenstein. Ça, c'est le grande agence. Puis, en arrière de ISS, c'est Jeremy Rubin puis Robbie Stein. Alors, Robbie est vraiment là. Il est je crois qu'on dit en français, un real estate developer. Il fait des gros développements Je comprends. Alors, c'est lui le propriétaire de l'édifice où TriStar puis les dortoirs sont situés. Et ça, c'est comment lui, il a commencé à intégrer à TriStar, juste avant moi.
Puis Robbie est un gars très spécial. Il apporte des choses dans le business que moi, j'ai pas de l'expérience. Comme lui, un contrat de One FC qui est comme 60 pages, c'est comme du bonbon pour lui. Ok, je comprends. Ses contrats de real estate, c'est des centaines de pages. Alors, pour lui, tout Ouais, ouais, ça, ouais. euh, les Ah, mais comptables, il doit avoir un avocat. yeah. Alors, bon, Alors, ouais, ça, c'est les deux. Et nous, on prend soin de tout. The head parfait. of the dragon. J'ai pas mal de questions, mais Yeah. avant, on va parler du sujet principal, c'est-à-dire Antoine Chaput. Après, j'aurai d'autres questions sur le Mhm. management et d'autres questions sur certains combattants que tu manages et aussi sur ta vision par rapport à certaines choses du MMA au Québec. On va essayer Yes. de faire moins de 30 minutes le podcast parce que c'est des formats qui plaisent plus à YouTube. Mais si on dépasse, bah tant pis, on dépassera. Alors, moi, je me suis exprimé par rapport à Antoine Chaput. Tu as vu ce que j'ai dit? Je vais le Oui. résumer. Dans le fond, ce que j'ai dit. Moi, en tant que fan, dans un premier temps, quand j'ai su que Antoine Chaput allait se battre contre Kevin Popovic, qui a beaucoup plus d'expérience que lui, j'étais super content. Parce qu'en tant que fan, je vois deux combattants que je connais, que j'apprécie, que je trouve bons, qui sont québécois, se battre l'un contre l'autre. Donc, en termes d'entertainment, ce combat-là, moi, je l'ai accueilli les bras ouverts. C'était un des combats, d'ailleurs, qui me hypait le plus sur la carte. Donc, j'étais très content du matchmaking de ce combat. Beaucoup m'ont dit, ah, mais ce que tu as dit sur les réseaux, on pourrait penser que tu reproches des choses au management, au coach, à Samouraï MMA. Je reproche rien à personne. D'ailleurs, en tant que fan, j'étais super excité de ce combat. Maintenant, la seule chose que j'ai dit, en fait, et tu l'as compris, mais je vais le redire, c'est que Mhm. selon moi, dans une perspective de management de la carrière d'un combattant, c'était un gros risque pour Antoine. À ce moment-là de sa carrière, il était à 2-1. Il avait commencé à 0-1. Là, il avait réussi à se rendre à 2-1 positif. Là, on lui a mis un gros morceau, gros risque, qui l'a amené finalement à 2-2. Si il avait gagné, ben, ce gros risque, il aurait payé. Et là, ça aurait été, on aurait pu dire, un coup de génie. Mais ça, il a perdu de très peu. Hein. Il n'était pas loin de gagner. Il aurait pu gagner. Selon son coach, d'ailleurs, il a gagné. Mais ça, c'est un autre débat. Donc moi, mon point, c'était que quand il y a un combattant qui est jeune, il faut l'aider à se développer en lui mettant des combats dans lesquels il va apprendre en évitant le plus possible qu'il perde. Surtout à l'heure où les fiches, il y a de plus en plus de personnes invaincues. Pour rentrer à l'UFC, il y en a, ils sont à 17-0, ils rentrent pas à l'UFC. Donc l'affiche, c'est quelque chose qu'il faut chouchouter. Et c'est pourquoi, selon moi, prendre Kevin Popovic quand tu es à 2-1, qui a beaucoup plus d'expérience, c'est un risque qui, peut-être, selon moi, n'aurait pas dû être pris en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, c'est vraiment la perspective. Et Et moi, je d'ailleurs, pense. excuse-moi, dernier truc Yeah. pour terminer mon argumentation, j'ai parlé avec Kevin Popovic juste avant, Mhm. une interview qui est disponible d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, et il nous dit que lui, après ses deux premiers combats, je pense qu'il avait perdu, si je dis pas de bêtises, ou après des défaites, il a dit, moi, Kevin Popovic, j'ai arrêté de regarder mes adversaires, je ne prenais plus aucune décision, parce que le combattant, lui, il peut battre tout le Mhm. monde dans sa tête et il va toujours accepter tout le monde. Mhm. Donc c'est vraiment il a dit, je laisse ça à Niagara Top Team. C'est eux maintenant qui décident tous les combats. Donc c'est pour ça que le management, il est plus éclairé. J'allais dire que l'artiste, il est plus éclairé que le combattant pour prendre les décisions. Mais vas-y, je te laisse continuer. Um, Premièrement, ben, il y a différentes choses qu'on peut parler. C'est comme qui fait les décisions pour le Mhm. combatteur. Ben, ça, c'est une autre, je pense, une autre question. Mais pour ce combat-là, moi, je pense, et ça, c'est pas, ça, c'est mon perspective, je pense, comme global. Pas juste comme management, mais dans tout, comme si je suis capable d'utiliser tous mes yeux. Ouais. Antoine Chaput a à apprendre une des plus grandes leçons dans sa carrière, puis il va jamais faire cette leçon encore. Vraiment, vraiment, si tu regardes les deux gars à la fin de le combat, un a l'air comme il a combattu, l'autre a l'air qu'il a juste revient du plage. Kevin Popovic, j'ai tellement de respect. J'étais son gérant
Ça fait des années, je suis toujours un fan. I love Kevin. Et je regarde pas la personne Kevin non plus. Mais si tu regardes le combat là, Kevin était capable de faire une chose. Vraiment. Il n'a pas fait du dommage quand il a porté au sol. Il n'était pas capable d'utiliser ses soumissions. Il était juste capable de wrestle fuck. C'est son expérience notamment qui lui a permis de faire ça. Il a eu son expérience, mais il n'était pas capable de battre Antoine n'importe où, juste wrestle fuck sur la cage. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça à Antoine Chaput. Et qu'est-ce qui arrivera s'il était 5-1, puis là, il frappe quelqu'un qui le wrestle fuck? Ça va être plus difficile de changer des bad habits, des choses qui n'étaient pas exposées encore. Et maintenant, il a eu la chance d'être, bien sûr, de montrer le trou, le grand trou. Et comme j'ai dit, Kevin Popovic a utilisé son expérience et son haut niveau de lutte qui vient de Niagara Top Team pour faire rien, mais de contrôler le combat. Pour moi, c'est une victoire, mais c'est pas une victoire. Et je pense qu'un gars comme Antoine va mériter, quand c'est le temps, que les grands matchmakers vont regarder les combats, pas juste le fiche. Je sais qu'il fait ça. Et quand ils voient le combat, ils vont avoir des combats qu'Antoine Chaput vont gagner, puis les matchmakers vont dire « This isn't impressive », mais ils vont regarder les combats comme Kevin Bastien, puis voir des choses, puis dire « Ah, OK, regarde, lui, il a montré son trou, puis après ce combat-là, no one was able to wrestle fuck him. Il n'y a personne qui était capable de faire ça encore. » Alors, dans cette perspective-là, il est assez jeune qu'on a assez de temps pour réparer ça, assez de temps pour réparer le fiche. Et en même temps, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Johan Lenis. Puis Johan va être la première de dire, j'ai besoin de plus de l'expérience. Nous, on veut nos gars, quand ils rentrent dans les majeurs, qu'ils restent dans les majeurs. Et c'est les combats comme ça qui donnent moi plus de confiance à la fin qu'Antoine Chaput va pas avoir des trous. Kevin a plus d'expérience en stand-up, couldn't do anything. Plus d'expérience en soumission, couldn't do anything. Il y a des highlight reels d'Antoine utiliser son judo. Pour moi, il y a beaucoup de victoires dans ce défait et le fiche 2-0. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a. Je suis d'accord qu'il y a des victoires et notamment il a beaucoup appris dans ce combat. Mais est-ce que ça aurait été pas mieux qu'il apprenne ça à l'entraînement et malgré tout, malgré le fait que ce combat-là il a très bien paru, l'histoire ne se rappelle que trop rarement du contenu du combat, mais se rappelle toujours du résultat final. Et c'est comme son premier. Si les trous n'étaient pas montrés en training, moi je vais dire les trous n'étaient pas montrés en training. Il n'avait pas beaucoup de réponses sur la cage. Il n'y avait pas les options que je sais que les gars, comme moi je sais, même regarde Maxime Soucy, qu'est-ce qui est arrivé cette fin de semaine contre Radley. C'était un petit peu similaire. Je comprends, mais quand t'es champion, t'as plus le choix. Donc ça, c'est... Right. Mais même avec... Mon point, c'est même avec l'expérience que Maxime Soucy, avec toutes ses façons de bousculer sur la cage, la vérité, c'est Antoine Chaput. Il n'y avait pas parce que c'était pas exposé encore. Puis, moi, je sais que quand Firas essaie de développer ses gars, c'est de prendre en premier des spécialistes dans des différents cas pour que le gars de MMA va être capable de... Et Kevin, c'est vraiment un spécialiste en lutte, puis BJJ. Il y a un bon debout, il y a de l'expérience. Et je pense le coach de Antoine savait que Antoine était meilleur dans ça. Et c'était ici dans le lutte et le jiu-jitsu. Regarde, en pratique, Antoine Chaput fait très, très bien contre les grandes vedettes de jiu-jitsu.
Et ça, c'est, je pense, la raison pour laquelle il a montré, il n'est pas soumis par Kevin Popovich. Mais son lutte était exposée. Et, Mais, et ça, c'est la vérité. et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, Antoine, il pourrait être à 4-0, techniquement. Il pourrait. Le premier Mais match, il se contre l'est fait qui? voler parce qu'il C'est il quoi allait à le, l'extérieur. c'est quoi le profond de son fiche? Ça, c'est une grande chose. Regarde, je parle avec beaucoup de matchmakers à haut niveau, puis les padded records font rien. Je ne veux pas dire que 4-0 va être un padded record. Il peut avoir 4-0. Je comprends qu'est-ce que tu dis. Um, um, mais Antoine, son premier combat, il ne voulait pas attendre pour Samurai pour faire le combat. Il voulait prendre son combat. Moi, je peux dire, attends. Lui, il veut combattre, son coach veut combattre. À la fin de la journée, c'est le coach puis l'athlète qui fait les décisions. Je comprends. Même avec toute mon expérience, même avec mes photos, je peux dire mon opinion. Des fois, je suis correct, des fois, je ne suis pas correct. À la fin de la journée, je monte le buffet. Tu n'es pas le seul à prendre la décision finale. Il y a d'autres parties prenantes dans l'histoire et ça, je le comprends bien. Et c'est ce que tu m'expliquais que chaque combattant est différent. Chaque combattant a des coachs différents. Chaque gym utilise un pouvoir décisionnel différent également. Il y a des coachs, je pense, qui vont limite avoir un poids plus fort dans quel adversaire est pris que les managers. Dis-moi si je me trompe. Il y a des coachs qui choisissent en fait. Moi, pour les gars de TriStar, je ne parle pas les gars. J'envoie tout à Firas, c'est lui, puis les coachs qui font les décisions. Okay, puis avec des gars comme ça, il n'a besoin pas de mon opinion. Moi, je travaille très, très bien avec Firas, c'est mon partenaire. Il n'a besoin pas de mon opinion. Il y a Eamon, il y a Conrad, il y a toutes les vedettes dans ce sport. Les autres gyms, avec pas le grand système qui Firas, il parle avec l'athlète. Il me demande pour qu'est-ce que moi je pense. Beaucoup de fois, c'est moins sur le technique, c'est plus sur je vais dire, le business au complet. Et il y a des coachs qui, it doesn't matter what I say, they're going to do with the athlete. Ce sont eux qui font la décision. Ouais. Puis toujours dans mon speech, c'était un de mes athlètes, je vais dire, regarde, moi, je présente un buffet. C'est toi, puis ton entourage, toi, tu m'as dit qui va manger. Moi, je peux dire, le bœuf, c'est bon ce soir, le poulet, c'est correct, mais à la fin de la journée, peut-être ton coach veut que tu prennes le bœuf, c'est meilleur. Il y a quelque chose qui... Puis moi, je vais jamais questionner ça. Ça, c'est pas mon rôle. Parfait. Bon, je pense que là, on a compris ton point de vue. J'ai exprimé rapidement le mien, mais je l'avais déjà exprimé de toute façon. Question. Si demain, Samouraï vous propose la revanche, qu'est-ce que vous dites? Non, pas encore. Il devrait faire un autre... il doit maintenant réparer le trou. Et tu ne peux pas faire ça dans un camp. Tu as besoin d'un camp, tu as besoin de travailler ça. Et moi, je suggérais de prendre moins d'un spécialiste cette fois, plus un gars similaire à Antoine dans l'espace d'être un MMA fighter, au lieu de juste prendre un lower level lutteur. Est-ce qu'on peut juger de la qualité d'une agence de management par son pourcentage annuel de victoires? Non. Comment on juge dans ce cas? Tu dois regarder le profond de qui les gars a combattu. Le terme, je ne sais pas en français, padded record. Ça aide pas à la fin de la journée. J'ai deux histoires. Un, c'est un gars appelé Joey Gambino. C'était un ancien gars de TriStar. C'était un lutteur, je pense, D1 ou D2 de l'États-Unis. Il était un parti de Gambino Family, Crime Family. C'était comme une histoire parfaite. Tu peux avoir une grande histoire de lui.
Lui, il a monté très, très vite parce que son lutte, il a affronté des gars qui étaient capables de... Il avait un record de 5-6-0. Il était invité à l'UFC. Son premier combat, Diego Brando. Fucked up. They fucked him up. Deuxième combat. Je me souviens, il a combattu, je pense, 2 ou 3 fois. Il a arrêté de combattre après ça. Jamais combattu encore. Il était cassé. Il n'était pas préparé. Puis moi, j'ai toujours appris ça. Et maintenant, même Johan Lenis, puis Johan, c'est un bête, c'est un athlète extraordinaire, c'était un ancien joueur de hockey. Lui a commencé son carrière de MMA très vite, amateur vite, cogné des gars. Son carrière de TKO, cogné des gars. CFFC, il était c'était très bon. Il y avait beaucoup de challenges. Il a fait son premier combat de 3 ronds, 5 ronds. Il était pas capable de juste aller et knocker. Même avec tout ça, quand il est rentré dans le UFC, et si tu parles avec Johan maintenant, il sait, il dit, I needed more experience, j'ai besoin de plus de l'expérience. Et alors, ça c'est la réponse. On va revenir sur Johan. Je vais te poser des questions sur Johan, mais d'abord, juste, je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu connais, il y a la Bulgarian Top Team en ce moment en France et en Europe. Qui sont vraiment en train d'exploser dans les 2 dernières années. Et là, récemment, la tête de la Bulgarian Top Team, Guillaume Pelletier, il a dit qu'ils étaient la plus grande agence européenne de management. Et pour ça, il avait 2 arguments. Il a dit, on a le plus de combattants à l'UFC, qui est la plus grande ligue. Et deuxièmement, on a, je crois que c'était 74% de victoires sur les combats bookés. Donc lui, il a quand même utilisé l'argument du pourcentage de victoire de ces gars, quoi. Donc je pense que ça joue quand même. Oui, c'est définitivement une caractéristique qui aide, mais il y a des agences qui juste commencent qui ont pas, comme moi, j'ai 2, 3 gars qui est à la plus grand niveau, mais j'ai un vague maintenant. Mon deuxième vague, c'est 4 fois, 5 fois, et mon troisième vague, c'est encore plus. Ouais. Alors, je pense qu'un bon indicatif, c'est d'avoir la capacité de prendre les athlètes ou les majors. Ça montre que vous avez les connexions, puis de prendre les gars. Oui, les victoires sont importantes, mais si je regarde les combats, puis tous les gars qu'ils ont affrontés, c'est des gars de 2 et 10, 3 et 5, 0 et 1. Est-ce que ça fait pas partie du business aujourd'hui de faire ça? Ben, it's going to catch you in the end. Ça va te poigner dans la queue à la fin. Faut mixer les deux. Je pense peut-être. Oui, il y a un balance. Comme l'exemple pour Chaput, c'est, je pense maintenant, son coach, puis lui, il va pas prendre le gars avec expérience. Mais en égalité, quoi. Égalité d'expérience. Égalité de l'expérience et pas un spécialiste. Parce qu'il ne veut pas prendre un cogneur parce que si moi j'étais son coach, je veux savoir que le trou est rempli. Puis vraiment, je pense que toi tu fais du combat aussi. L'entraînement, c'est pas le même dans la cage. It's not the same. C'est vraiment pas. Alors, tu peux être incroyable dans le gym et avoir du bonne défense de lutte, mais dans la cage, c'est différent. Alors, et vice-versa. Et ça serait, et ça c'est mon opinion pour Antoine, c'est qu'il prend quelqu'un qui va shooter dessus, pas juste un gars qui va rester debout avec, et qu'il peut commencer à utiliser ces nouveaux outils pour qu'il prenne la confiance. Il a confiance en tout. Il avait la confiance en presque tout le combat. Même quand il était dans des positions mal, il était capable de remplir. Absolument. Et après, 0 dommage. Ouais, non, il a fait une très très belle performance malgré la défaite. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est juste dommage qu'il soit à 2-2, quoi. Oui. Encore, il est jeune. On a une bonne relation et une bonne promotion en samouraï qui va continuer à aider à lui développer. Les match-ups doivent être
encore OK par le UFC. Et je pense que ça aussi peut pas mettre du pression, mais ça assure que c'est des bonnes match-ups. Alors, c'est dommage qu'il a perdu, mais je pense, in the long run, d'apprendre cette leçon maintenant, ça va être mieux que le défaite d'être lui à 2-2. C'est vraiment mon opinion. C'est parfait. Merci beaucoup. On est déjà à 30 minutes. J'ai 2 questions qui me OK. restent. Quelle suite pour Yohan Lennes? Maintenant, on est en train de parler avec des promotions. J'espère d'avoir des nouvelles bientôt. Tu peux nous dire lesquelles? Il y a beaucoup. Samouraï MMA, non? Samoa MMA, oui. Ok. CFFC, Aries, des autres promotions aux États-Unis. Aries aux États-Unis ou Ares en excusez. France? Ares. Oh, Ares en France. Ares. Ok. Ils sont toutes intéressantes. Je pense que je pense que Johan doit retrouver sa feu. Et on a toujours eu des bonnes conversations et je suis excité pour voir son prochain chapitre. Ça va être un chapitre de rebâtiment, un chapitre de prendre de l'expérience où on sait et il sait qu'il a besoin. Et vraiment, c'est la même approche qu'Antoine, de prendre des combats qu'il va tester. À son niveau, il ne va pas jamais prendre des cannes. C'est vraiment, ça doit être un Non, challenge. de toute façon, à son niveau, en tant qu'ancien UFC, là, il va avoir les meilleurs de toutes les autres ligues. Et le but pour Yohan, c'est de retourner à l'UFC? C'est exactement. On va retourner à la UFC ou une autre majeure. Est-ce que le PFL, en ce moment, il y a des discussions? La PFL, maintenant, c'est dans une position qui ne cherche pas beaucoup à agrandir avec le Bellator. Même le Challenger Series on avait des gars qui étaient, PFL était intéressé pour un couple de nos gars pour le PFL, Challenger Series, puis c'était supposé être en mars, puis après, il n'y avait pas une date, puis là, ils ont annoncé le partenaire qu'il a pris il a acheté Bellator, et maintenant, ils n'ont pas une date pour Challenger. Alors, ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses qui juste restent comme il faut parce qu'ils ont doublé le roster après une soirée avec le... C'est quoi le mot en français? Bellator. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, attends, tu nous as dit Ares, Samouraï, quoi d'autre avec qui vous discutez? On parle avec son vieux CFFC. Je note. Beaucoup de les autres, comme sur UFC Fight Pass, on a donné le nom pour voir s'il y a de l'intérêt. Et j'ai des meetings cette semaine avec plusieurs pour voir. On peut en parler, hein, c'est pas confidentiel. De toute façon, il n'y a rien de signé, c'est juste des discussions en cours. Il n'y a rien décidé. On cherche la meilleure pour Johan, pour son développement et aussi pour sa famille. Ça marche. On va sonder un petit peu notre communauté, voir où est-ce qu'ils aimeraient voir Yohan par la suite. Dernière question, et peut-être qu'on pourra refaire d'autres podcasts selon les prochains sujets d'actualité qui te toucheront. Ça serait ma plaisir. On voit Firas qui fait énormément pour le MMA au Québec. Récemment, là, au dernier Samouraï, il était coach dans 4 coins. Il développe les jeunes talents. Je pense notamment à Tommy Morrison, récemment Geno Poirier qui a fait ses débuts. Le Québec, à l'international, il y a Firas qui est connu. Et il y a GSP qui est très connu. Qu'est-ce que tu penses de GSP? On lui a jamais parlé, on n'a jamais eu la chance encore de faire une interview avec lui, mais je trouve qu'il n'est pas impliqué dans le MMA québécois, dans les combattants de MMA québécois. On va le voir à l'UFC présent quand il y a Charles Jourdain. On va le voir, pas tout le temps, mais parfois. On va le voir avec Olivier Aubin quand il fait sa finale. Mais au-delà de ça, je trouve personnellement qu'on ne le voit pas beaucoup dans la scène. Je sais pas, il y en a qui vont dire give back to the community, mais je sais pas si c'est la bonne expression.
Mais personnellement, d'un œil externe, de personnes qui ne le connaissent pas et je ne connais pas son entourage non plus. Bref, j'ai vraiment c'est l'avis d'un fan plus qu'autre chose. J'ai l'impression, et je te demande donc ton impression à toi, ton avis à toi. Toi, tu connais, je pense, t'es dans le Tristar depuis 18 ans, je pense, de ce que tu m'as dit, si je me souviens bien. Pourquoi? Est-ce que tu as cette impression-là? Est-ce que moi, j'ai tort d'avoir cette impression-là ou pas? Euh, euh, Premièrement, quand Georges est ici à Montréal, si tu vas à le gym lundi, c'est lui qui enseigne la classe. Alors lui, il est là puis il fait les autres jours à TriStar quand il est là, puis il est toujours là pour entraîner puis aider les pros et alors, comme moi je le vois localement, il encore donne son expérience et fait son temps. Ok. Je sais que il a bâti beaucoup la fondation où il y a tellement de popularité ici à Québec et au Canada avec le MMA. Et maintenant, il est un businessman. Alors, il y a des aspects de son business qui appartiennent pas de MMA et ça le tire dans beaucoup de directions. Moi, je sais que il maintenant regarde le régie travaille pour faire des changements pour le MMA, le boxe, parce que toutes les règles de MMA, c'était pris du boxe, puis il y a des choses qui ne font pas de bon sens. Il y a Ariane Brochu qui m'a travaillé avec, qui a travaillé avec beaucoup de personnes pour prendre une grosse image de voir comment est-ce qu'on peut changer des choses pour le meilleur, pour les athlètes. Je dis tout ça parce que je pense qu'un gars comme Georges a une opinion importante aussi Oui, et une voix importante aussi. Exactement. Exactement, une voix et un poids. Mais je pense pas que c'est lui qui doit mettre la balle en marche. Mais c'est lui que quand quelque chose est prêt pour exploser, c'est lui qui peut juste allumer le feu. Alors, je comprends qu'il y a définitivement plus que tout le monde peut faire, même Georges, pour le bien-être du MMA et les combatteurs au Québec, mais il y a tellement du red tape partout que c'est frustrant, c'est C'est vrai. décourageant. C'est vrai. Et peut-être même un gars comme Georges dit comme, fuck, même moi, je ne vais pas être capable. Mais maintenant, ça a l'air que les étapes sont faites et c'est là que ça va dans une bonne direction. Et peut-être on va avoir le parole et le poids de Georges quand c'est le temps. Génial. Si elle parle Ça d'une nous personne tease. si elle parle avec moi pour prendre mon perspective comme un gérant, j'imagine qu'elle parle avec les grands athlètes et les grandes vedettes de sport aussi. Absolument. Surtout Georges Saint-Pierre qui est une icône, j'ai l'impression même plus à l'étranger qu'au Québec. Dans le sens où au Québec, depuis qu'on est là, on nous parle de Georges Saint-Pierre comme un grand champion, mais pas plus que ça, notamment hors de la sphère MMA. Je trouve qu'il n'a pas le respect qu'il mérite. Quand on parle de Georges Saint-Pierre en France, c'est tapis rouge, GOAT, GOAT, GOAT. Mais bon, ça c'est un autre sujet, un autre débat. We were spoiled. Je sais pas qu'on dit en français. Être- De quoi? Euh, Spoiler? on, on était spoiled avec Georges. Comme on prend, Ah ouais. comme tu dis, en France, ici, c'est juste Georges Saint-Pierre. Non, Ouais. c'est pas Georges Saint-Pierre, c'est Georges Saint-Pierre. Même, on est des amis, on a travaillé ensemble. Même quand je vois, c'est spécial, c'est toujours C'est spécial. plus hors de la communauté MMA que je disais. Dans la communauté MMA, bien évidemment, les connaisseurs savent ce qu'il a fait, savent à quel point il a régné sur le monde du MMA et tout et tout. Mais c'est plus hors MMA que je trouve que ça reste une des personnes qui a mis le plus le Québec sur la map mondiale dans l'histoire du Québec. Et C'était faut pas l'oublier. Non, c'était un temps magique dans les gyms quand c'était des camps de genre. Puis moi, j'étais chanceux parce que Marc Dessy combattre souvent sur la même carte de Georges. Oui, Alors, nous, on a coupé du poids ensemble.
après la réhydration dans le VIP chambre de Georges avec ses chefs, on était capable d'être à côté de Georges. Puis même dans le gym, c'était comme jamais. J'ai vu toutes les personnes autour du monde qui sont venues pour lui aider. C'était incroyable d'être là dans ces années-là. Ah bah, ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Malheureusement, nous, on est arrivé après. Mais il y a encore de très belles choses là qui sont en train de se faire au Québec. Des très bons combattants actuellement à l'UFC dans les autres grandes ligues et des grands combattants à Samouraï MMA. Samouraï MMA qui fait beaucoup pour le MMA au Québec et qui est en train de révéler des grands talents. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Jérémy. Et dites-nous en commentaire si vous voulez un autre podcast avec Jérémy et quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Merci pour ton ouverture. Malgré le fait qu'on a dit en story, ce qu'on a dit sur Antoine, jamais tu t'es braqué, jamais tu as mal pris ça et tu es allé directement à la conversation avec nous. Donc, j'apprécie beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci. Comme j'ai dit, j'ai zéro ego dans ça et je ne suis pas trop vieux pour apprendre des choses et de voir des perspectives différentes. J'apprécie beaucoup qu'est-ce que toi tu apportes et tu fais pour le sport de MMA, pour les athlètes, pour les promotions. C'est génial. Puis j'ai beaucoup de respect et admiration pour ça. Puis continue ça, Merci. Lucas. Si jamais je peux vous aider, je suis là. Merci. Bien. On veut un petit chèque de $5 000, ça nous aiderait. Je Un plaisante. jour, Parfait. on peut parler. Merci beaucoup, Jérémy. À la prochaine, tout Merci, le monde. merci. Ciao, merci.